Je m'appelle Karine Lesage, je suis ergothérapeute depuis 26 ans. J'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans au sein de la filière gériatrique, dans laquelle j'ai pu faire tous les postes, que ce soit en court séjour, en SSR, en EHPAD, en consultation, en équipe mobile, en intra, en extra. Et durant ces 20 ans dans la filière gériatrique, j'ai pu faire 7 ans en tant que responsable de structure. Donc, tout d'abord dans une équipe spécialisée Alzheimer domicile et également dans un accueil de jour pour personnes Alzheimer construit sur le modèle Carpe Diem. Je suis aujourd'hui à temps plein en libéral et en libéral, je réalise des actions auprès des seniors comme des ateliers de prévention des chutes organisés par les caisses de retraite et les communes, des aménagements de domicile dans le cadre du dispositif Bien vieillir, des évaluations à domicile dans le cadre de la réparation du dommage corporel, par exemple les accidents de la route ou alors les accidents de la vie, des visites à domicile sur indication médicale. Et j'anime également des actions de formation avec des conférences pour les professionnels et des conférences pour le grand public. J'ai également une formation complémentaire de sophrologue. Donc, quel lien avec la personne âgée? Tout d'abord, ça va être poser un regard positif sur sa vie, se relaxer, améliorer son sommeil. Et quel lien avec la chute? Ça va être travailler sur la respiration, l'attention, la concentration, l'équilibre, la peur de chuter, la confiance en soi. Donc maintenant que je vous ai présenté l'Institut France Alzheimer, que je me suis présentée moi, je vais vous parler un petit peu de mon métier qui est l'ergothérapie. Donc l'ergothérapie, l'ergothérapeute contribue à la prise en charge des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps. Et notre particularité, c'est qu'on va intervenir en situation d'activité. Et ce, dans le but de permettre d'acquérir, récupérer ou maintenir un niveau d'autonomie. Ce, par le biais d'actes de prévention, de rééducation et d'adaptation. L'ergothérapeute va donc être au carrefour de plusieurs systèmes, le patient, ses activités et son environnement. On peut résumer en fait l'action de l'ergothérapeute par ce schéma avec la personne, l'environnement et l'occupation. Donc l'ergothérapeute va être au centre. Et l'occupation, en fait, c'est le terme qui est maintenant employé pour définir toutes les activités réalisées par la personne, des soins personnels aux activités professionnelles, en passant par les activités domestiques, les activités cognitives, les activités de loisirs. Pourquoi ce webinaire? En fait, parce que les conséquences de la chute chez la personne âgée sont souvent sous-estimées. Donc, tout d'abord par la personne âgée elle-même, mais également par son entourage et parfois même par les professionnels de santé qui l'entourent. Également parce que le nombre de logements adaptés est en inadéquation avec le nombre de personnes souhaitant vieillir à domicile. On retrouve un nombre important de logements qui sont inadaptés. Il y a également une méconnaissance des aides et des dispositifs existants. Et on a également une désinformation sur le bien vieillir. Parfois même, cette désinformation, elle est parfois même véhiculée par les professionnels de santé eux-mêmes. Et quand je dis donc une désinformation, c'est par exemple des phrases comme c'est normal de tomber, tu sais à ton âge c'est normal de tomber, t'inquiète pas, ou tu sais une chute de temps en temps c'est pas grave. Cette désinformation, elle est vraiment elle est délétère pour la personne âgée. Les objectifs du webinaire, ça va être tout d'abord comprendre l'importance de la prévention des chutes chez le senior. Donc, on dit senior, on pourrait dire personne âgée. Quand on dit senior, on a tendance à avoir une personne un petit peu plus jeune. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, on va vraiment parler de la prévention et que la prévention, c'est vraiment dès 65 ans. Donc,
Objectif du webinaire, comprendre l'importance de la prévention des chutes chez le senior, comprendre le lien entre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées et la chute, et comprendre les principes généraux de la prévention des chutes à domicile. Pour être bien au clair, on va rappeler quelques définitions. Donc, la personne âgée, donc le seuil, pour parler de personnes âgées, c'est 65 ans. Néanmoins, les personnes les plus concernées par la chute sont celles qui vont avoir plus de 75 ans. En tout cas, quel que soit l'âge, il faudra être vigilant à une possible association avec un état de fragilité, qui soit médical, psychologique ou social. La chute à présent, c'est le fait de se retrouver de manière involontaire sur le sol ou à un niveau inférieur de sa position de départ. Donc, dans le cas présent de ce webinaire, on va exclure les chutes avec perte de connaissance et également les AVC, par exemple. La chute à répétition, ça va être au moins 2 chutes sur une période de 12 mois. Donc là, ça montre bien que c'est peut-être différent de ce qu'on pouvait s'imaginer, puisque quand on questionne les professionnels, par exemple les professionnels de santé ou les professionnels de l'accompagnement à domicile, quand on leur pose la question qu'est-ce que c'est une chute à répétition, souvent ce qui ressort, c'est une chute par semaine. Et la définition, c'est 2 chutes sur 12 mois. Quelques chiffres de manière générale. Donc en France, il y a 13,5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. En 2040, elles seront près de 20 millions. La majorité des Français souhaitent vieillir à domicile. Donc il y aurait 85% des Français qui préféreraient, donc 85% des Français préféreraient adapter leur logement plutôt que d'intégrer un établissement. Donc on verra après que 85% des Français préfèrent adapter leur logement, mais au final, ce n'est pas si simple que ça d'aller vers l'adaptation du logement. Donc, il y a 2 millions de chutes chaque année chez les plus de 65 ans. Ça représente 130 000 hospitalisations. Après une première chute, la probabilité de retomber est multipliée par 20. 40% des personnes hospitalisées pour chute ne rentrent pas à domicile. Et la chute est responsable de 10 000 décès chaque année. Je vais vous parler maintenant d'une étude récente qui s'appelle l'étude Chupadom. C'est une étude de Santé publique France qui a été portée sur 2015-2018 et publiée en octobre 2020. Cette étude, en fait, qui a porté en fait, sur les personnes âgées de 65 ans et plus qui étaient hospitalisées pour chute, portait sur les caractéristiques des chuteurs, les circonstances de la chute, ainsi que les facteurs de risque. Et l'objectif de cette étude Chupadom était de contribuer à la mise en place d'actions ciblées de prévention. Donc, que nous dit en fait Chupadom? Cette étude en fait nous dit que finalement il y a 69% de femmes dans les chuteurs. L'âge moyen est de 84 ans et 5 mois. 80% des personnes hospitalisées avaient chuté dans la journée. Les activités qui étaient réalisées au moment de la chute étaient dans 15% des cas l'hygiène et la toilette, dans 14% des cas la marche. Ça aussi. Non, ça c'est le téléphone. Alors, je pense que quelqu'un a dû ouvrir son micro. Merci. Mais si, c'est là. Mais il n'y a rien. Je suis à 100%. Alors, je pense que Clara a dû ouvrir son micro.
Donc, dans l'étude Chupadom, je continue. Oui. Donc, l'étude nous parlait des activités qui étaient réalisées au moment de la chute. Donc, dans Il n'y a pas de son. 15%, l'hygiène et la toilette. Donc, Bon, 14%, la marche. Le lieu de survenue était la chambre dans 20%. Pour 43% des chuteurs, c'était une chute de la hauteur. Plus de 50% des personnes avaient déjà chuté dans l'année écoulée. Et concernant les conséquences, dans 45%, on pouvait observer une fracture. Dans 26%, une ou des plaies. Dans 16%, un traumatisme crânien. Dans 14%, une rhabdomyolyse. Dans 4%, un syndrome post-chute. On se rend donc bien compte que la chute est un véritable enjeu de santé publique puisqu'on observe un nombre croissant de seniors et on se rend compte également du coût des hospitalisations, du coût du maintien à domicile et du coût de l'institutionnalisation. Donc la chute, enjeu de santé publique, a donné lieu à différents plans et différentes recommandations. Donc tout d'abord, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dont l'objectif était de diminuer de 25% le nombre de chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus entre 2004 et 2008. Puis, en 2006, on a eu les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur la prévention des chutes accidentelles. En 2007-2009, le plan national Bien vieillir, dont le but était de favoriser un vieillissement réussi. En 2013, le rapport de l'ANA et de la CNAV sur l'adaptation du logement et de l'autonomie des personnes âgées. Et plus récemment, le discours du Premier ministre de septembre 2021 sur le parcours du combattant pour aménager le logement et suite à ça, le groupe de travail mis en place dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022. Et suite aux différents groupes de travail, il y a eu le plan anti-chute des personnes âgées en février 2022, dont l'objectif est de réduire de 20% les chutes mortelles d'ici 2024. Ce plan anti-chute s'articule autour de 5 axes. Donc les 5 axes sont savoir repérer les risques et alerter, aménager le logement pour éviter les risques, donner accès à des aides techniques à la mobilité pour tous, l'activité physique comme meilleure arme contre la chute, et la téléassistance pour tous avec la réduction du reste à charge. Et donc, dans ces 5 axes, on aura des mesures particulières avec notamment l'information et la sensibilisation des professionnels de santé, des personnes âgées et des aidants, la diffusion de fiches pratiques sur les différents types de chuteurs et les signes avant chuteurs. Donc, on est bien maintenant dans le repérage ultra précoce. Le développement des dispositifs de repérage de risque du logement. Le futur guichet unique avec MaPrimeAdapt. Donc là, on est dans la simplification des démarches. Un accompagnement au bon usage des aides techniques à la mobilité, puisqu'on le verra par la suite que les aides techniques sont souvent mal utilisées ou peut-être mal prescrites. Elles ne sont souvent pas réévaluées. Donc là, dans un des axes, on propose un accompagnement au bon usage des aides techniques. Il y aura également des modules spécifiques de rééducation en sortie d'hospitalisation. Il y aura un renforcement de l'offre de l'activité physique adaptée avec un panier de soins prévention des chutes, avec une intervention coordonnée de 3 professionnels, donc professeur APA, diététicien et ergo,
et donc la réduction du reste à charge pour la téléassistance. On va donc pouvoir aborder à présent les conséquences de la chute. Et la chute, c'est comme l'iceberg. Il y a des conséquences visibles et des conséquences invisibles. Et comme vous le voyez sur la photo, la partie invisible, elle est souvent plus importante que la partie visible. On va commencer par les conséquences physiques. Donc, les conséquences physiques, c'est ce qu'on va voir le plus facilement. Donc, on va commencer par les traumatismes. On va pouvoir parler en premier de la douleur persistante. La douleur persistante, c'est celle qui va amener la personne âgée à consulter après plusieurs jours et qui va peut-être pouvoir révéler une fissure, une fracture ou autre chose. Donc là, attention, premier point de vigilance, avec l'âge et également dans certaines pathologies, il va y avoir une modification de la perception de la douleur, une modification de la perception de la gravité, qui vont peut-être s'associer à une peur de consulter et de partir à l'hôpital et de ne pas revenir. Donc, il arrive parfois que la personne taise ses douleurs parce qu'elle a peur de ne pas rentrer chez elle. Et dans les autres traumatismes, on va trouver les contusions, les ecchymoses, les plaies, les luxations, les fractures, la fracture du col du fémur, par exemple, dans un tiers de cas de fracture. Les autres conséquences physiques vont être celles qui sont liées au temps passé au sol. Il arrive que la personne âgée tombe et ne parvienne pas à se relever. Dans ce cas, l'immobilisation prolongée va avoir des conséquences physiques et psychologiques importantes. Par exemple, on peut avoir une phlébite lors d'une immobilisation prolongée avec une position qui va gêner la circulation, voire une embolie. On peut avoir une nécrose cutanée qui va être due à l'écrasement de la peau par le poids du corps sur un sol dur. On peut avoir une rhabdomyolyse qui est la destruction des fibres musculaires due à l'écrasement du muscle par un manque d'oxygène. Cette rhabdomyolyse peut entraîner une insuffisance rénale, voire une insuffisance cardiaque. On peut également avoir une déshydratation en fonction du temps d'intervention des secours. On peut avoir une hypothermie si la personne est immobilisée sur un carrelage. Et également, on peut avoir une impossibilité de prendre un traitement régulier si la personne est immobilisée pendant plusieurs heures. On va également avoir des conséquences psychologiques. Et ces conséquences peuvent intervenir même si la chute n'a pas entraîné de blessures visibles. Donc, on peut avoir une anxiété par rapport à une nouvelle chute, une perte de confiance en ses capacités, un sentiment de perte d'autonomie qui peuvent entraîner des troubles dépressifs, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil. Ces conséquences psychologiques associées aux troubles neuromusculaires sont ce qu'on appelle le syndrome post-chute. Donc, le syndrome post-chute, c'est une désadaptation psychomotrice associée à une peur de chuter. Donc, ce syndrome post-chute, en règle générale, on le connaît bien et là, vous le reconnaissez sur le monsieur qui est en position debout. Donc, on a le déséquilibre postérieur. C'est des situations que vous connaissez bien, mais on peut également le retrouver en position assise. Donc, la personne, en fait, va avoir peur de passer son centre de gravité. Elle va se basculer vers l'arrière et, par exemple, là, on voit bien qu'elle bascule son bassin et elle va glisser vers l'avant. Donc, la désadaptation psychomotrice, on la retrouve autant en position debout qu'en position assise. Et quand elle est associée à la peur de chuter, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-chute. Donc, les conséquences physiques peuvent entraîner des conséquences psychologiques et les conséquences psychologiques peuvent entraîner des conséquences physiques. Ces conséquences physiques et ces conséquences psychologiques vont entraîner des conséquences sociales, puisque une chute va pouvoir entraîner une réduction des sorties et des déplacements,
qui va entraîner peut-être un isolement social. Cet isolement social va peut-être entraîner une malnutrition, puisque la personne, peut-être qu'elle ne sortira plus de chez elle, peut-être qu'elle n'ira plus faire ses courses. Et cette malnutrition va peut-être entraîner une augmentation de la dépendance. Que retenir? Eh bien, c'est qu'il ne faut jamais prendre une chute à la légère, même si apparemment, on n'a aucun symptôme visible. Donc, souvenez-vous de mon iceberg. On va également agir dès qu'une personne âgée a été immobilisée au sol pendant plusieurs heures. Et ce qui est dit dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il faut même agir quand il y a eu une immobilisation pendant 1 heure. On va également encourager la personne âgée à parler des chutes ou même d'une chute avec son entourage et avec les professionnels de santé qui l'entourent, que ce soit son médecin, son infirmière, son aide-soignante, son aide à domicile, son kiné, son ergo. Et on va l'orienter vers une consultation qui permettra une évaluation qui sera multidimensionnelle. À présent, on va essayer de comprendre le lien entre maladie d'Alzheimer et maladie apparentée et chute. En 2011, il y a une étude de l'Université Washington à Saint-Louis qui a porté sur les personnes qui n'avaient pas de troubles de la mémoire, mais qui faisaient plus de chutes que la moyenne. Le résultat était que la présence de plaques à l'imagerie était liée à un risque de chute supérieur à la moyenne. La conclusion de l'étude était qu'avoir une maladie multipliait par 3 le risque de chute. Mais du coup, à quel stade? Eh bien, en fait, à tous les stades, qu'ils soient légers, modérés ou plus avancés. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des troubles du jugement, des troubles de l'attention, des troubles de la coordination, des troubles de la perception visuelle, une dénutrition, une déambulation qui va être plus importante, et dans certaines maladies apparentées, on aura des symptômes moteurs prédominants. Concernant les troubles du jugement, on va peut-être avoir une prise de risque, une anosognosie, donc le fait que le patient ne soit pas conscient de sa maladie. On va peut-être avoir des troubles de la mémoire qui vont entraîner des troubles du jugement. Les troubles de l'attention auront également un impact sur le risque de chute parce qu'il peut arriver que la personne âgée ne voit pas certains obstacles par mégarde ou va avoir des difficultés à maintenir son attention sur plusieurs tâches en même temps. Par exemple, marcher et répondre au téléphone ou marcher et aller ouvrir la porte. Les troubles de la coordination peuvent également avoir un impact sur l'équilibre, la marche et le risque de chute. Donc, c'est tout ce qui va concerner les praxies. La marche, par exemple, est une activité automatique qui nécessite de coordonner les 2 membres inférieurs, mais également les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, on comprend bien que dans le cadre d'un trouble de la coordination, on peut avoir un risque de chute accru. Les troubles de la perception visuelle vont également avoir un impact sur le risque de chute. Donc, c'est tout ce qui concerne les gnosies. Ça va être les difficultés à percevoir, mais surtout à interpréter et reconnaître les formes, les couleurs et les contrastes. Ça peut être également les fausses reconnaissances et les hallucinations qui vont être présentes dans certaines maladies. La dénutrition peut également avoir un rôle sur le risque de chute, avec par exemple l'oubli de manger ou l'oubli des procédures pour préparer les repas, le manque d'initiative ou le manque d'envie de manger quand on est seul. La dénutrition va entraîner une perte de masse musculaire, qui est la sarcopénie, et qui forcément va augmenter le risque de chute. La déambulation, donc, qui est le fait de marcher sans but, ou en tout cas sans but apparent pour nous,
Donc, c'est l'augmentation de la durée de la marche qui va augmenter le risque de chute. Forcément, la personne marche plus, donc elle s'expose plus au fait de chuter. Et je vais également vous parler du cas particulier de l'agitation crépusculaire, qui est également appelé Sundowning syndrome. Donc, vers 18 heures, souvent en fin de journée, on va avoir des changements d'humeur qui vont entraîner une désorientation, des hallucinations, une confusion. Et cet état en fait particulier peut avoir un impact sur le risque de chute. Dans les maladies apparentées, on va avoir des symptômes particuliers qui peuvent avoir une influence sur la chute. Donc, par exemple, dans la maladie à Corder-Lewis, on va retrouver un syndrome parkinsonien qui va plus prédominer à type raideur et ralentissement moteur. On va avoir des fluctuations de l'état, des troubles de l'attention, des troubles de la perception visuelle et de l'orientation spatiale, des hallucinations, des troubles du sommeil avec cauchemar et somnambulisme. Tous ces symptômes vont avoir un impact particulier sur le risque de chute. Dans la démence mixte ou vasculaire, on va retrouver une prise de risque, des troubles du jugement, un ralentissement du traitement de l'information, une fatigabilité, des changements d'humeur fréquents qui vont avoir un impact sur le risque de chute. Dans la démence frontotemporale, on va également retrouver des troubles du comportement, des fugues, des troubles du comportement alimentaire et l'apparition de symptômes moteurs à un certain stade avec rigidité et troubles de la marche qui également impacteront sur le risque de chute. Dans la paralysie supranucléaire, on va retrouver une paralysie des mouvements des yeux entraînant des difficultés visuelles et donc une difficulté de perception visuelle, une raideur du tronc qui va entraîner une rigidité et des troubles de la marche qui impacteront également le risque de chute. Dans la dégénérescence cortico-basale, on va retrouver des troubles asymétriques de la motricité. Et dans les démences alcooliques, par exemple dans Korsakoff, donc on retrouvera une encéphalopathie qui entraînera des troubles de la vision, de l'équilibre et de la coordination des mouvements, pouvant impacter sur la marche et entraîner des risques de chute. Donc, que retenir? Tout d'abord, c'est que la chute peut être un signe précoce de la maladie d'Alzheimer, comme on l'a vu avec l'étude de 2011, et également que la personne âgée présentant une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée a un risque de chute accru de par des symptômes particuliers aux différentes maladies. À présent, on va pouvoir aborder les principes généraux de la prévention des chutes à domicile. Ces principes généraux, ça va tout d'abord être repérer et agir sur les facteurs de risque. Maintenir un bon état de santé, rectifier certaines habitudes de vie, vérifier l'état des aides techniques à la mobilité, aménager l'environnement, inclure les aidants et orienter. Donc, repérer et agir sur les facteurs de risque. Donc, on aura les facteurs de risque intrinsèques, c'est ceux qui sont propres à la personne, comme sa santé, ses pathologies, ses troubles locomoteurs, sa sensorialité, donc les différents sens, les prises de médicaments. On va également avoir les facteurs de risque extrinsèques, c'est ceux qui sont extérieurs à la personne, avec les comportements comme les addictions, la sédentarité.
l'environnement, ça peut être l'habitat, une aide technique qui sera mal adaptée. Donc, le repérage de ces facteurs de risque peut être fait par beaucoup de professionnels. Professionnels de santé, professionnels de l'accompagnement du domicile, entourage de la personne. Donc, par exemple, dans les facteurs de risque intrinsèques, dans le domaine de la santé, ça peut être une hypertension, une pathologie cardiaque. Dans la mobilité, ça peut être une boiterie, une déformation au niveau des pieds. Au niveau des sens, ça peut être des troubles de la sensibilité au niveau des pieds, des troubles de l'audition, mais également des troubles de la vision. Au niveau des prises de médicaments, ça peut être les différentes interactions entre les médicaments. Et après, il va également y avoir les facteurs de risque qui sont propres à la personne, son âge, le fait que ce soit un homme ou une femme. Et ensuite, on a les facteurs de risque extrinsèques. Donc, les facteurs de risque extrinsèques, c'est bien ceux qui font partie de l'environnement, qui sont extérieurs à la personne. Ça peut être les comportements, les aides techniques à la mobilité, l'environnement. Dans l'environnement, on va retrouver par exemple une baignoire, un habitat qui ne serait pas adapté, la présence de marches, des sols. Donc, ce repérage des facteurs de risque peut être fait par des tests, des évaluations, des consultations, des mises en situation, du repérage. Et une fois qu'on a repéré les facteurs de risque, on va pouvoir agir en les modifiant. Donc maintenant, maintenir un bon état de santé. Donc tout d'abord, ça va être vérifier la bonne observance des traitements, le nombre de médicaments, le nombre de molécules différentes, les interactions entre eux, les prises régulières, proposer un toilettage entre guillemets régulier de la prescription, vérifier la qualité et la quantité des prises alimentaires en protéines, en glucides, en acides gras. On va encourager le fractionnement et l'enrichissement des repas. On va vérifier l'état des pieds, l'état des membres inférieurs, vérifier qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de plaie qui pourrait entraîner une difficulté à se chausser. On va vérifier l'acuité visuelle et l'accès aux lunettes pour qu'il n'y ait pas de troubles de perception visuelle. Et on va maintenir un état de bonne condition physique en proposant 30 minutes de marche par jour ou 30 minutes d'une activité adaptée, par exemple comme le yoga sur chaise. On va proposer également de rectifier certaines habitudes de vie avec, en premier lieu, les prises de risques inutiles ou mal évaluées. On va proposer d'aménager l'environnement, descendre les objets qui sont en hauteur ou remonter les provisions qui sont à la cave. On va proposer à la personne de ne plus monter sur les escabeaux, de ne plus monter sur les chaises. On va proposer à la personne âgée d'attendre l'aide à domicile ou de solliciter son entourage. On va également veiller à toutes les consommations excessives, que ce soit alcool ou médicaments. On va faire attention aux vêtements, à ce qu'ils soient bien adaptés. Moi, il m'arrive fréquemment, quand je fais des visites à domicile, de me rendre compte que les personnes ne vont pas forcément changer de taille de vêtements alors qu'elles ont maigri de plusieurs kilos. Et on peut avoir des pantalons qui sont trop grands ou des chemises de nuit qui sont trop grands. Donc, on va vraiment vérifier que la personne ne puisse pas se prendre les pieds dans un pantalon qui serait devenu trop grand. On va également vérifier qu'il y a des facilités en termes d'ouverture.
Et également, on va faire attention au chaussage. On va favoriser un bon chaussage, même à l'intérieur du domicile. Parce que comme on l'a vu dans l'étude Chupadom, il y a un grand nombre de chutes qui se font à l'intérieur du domicile. Pour le chaussage adapté, donc là, je vais vous parler des règles concernant le bon chaussage. Donc, on encourage la personne à bien se chausser même quand elle est à l'intérieur du domicile. Et il y a plusieurs principes. Donc, on va proposer un petit talon large de quelques centimètres de hauteur. Donc, les quelques centimètres de hauteur, ça va servir à la personne en fait d'être basculée vers l'avant, de lutter contre le déséquilibre postérieur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, quelques centimètres de hauteur. Et on va expliquer qu'il ne faut pas d'angle saillant entre le talon et la semelle. Donc là, vous le voyez sur la petite chaussure qu'il y a en photo. Entre le talon et la semelle, il y a un angle qui est arrondi, comme ça. Et en fait, c'est ça qui va permettre, si la personne bute sur un trottoir ou sur un tapis, c'est ce qui va lui permettre de continuer d'avancer le pas et de se rétablir. On va également vérifier que la chaussure a une fermeture, un système d'ouverture de fermeture facile et qu'elle est suffisamment large et souple. Donc, les chaussures se trouvent facilement dans le commerce ou en pharmacie. On va vérifier également l'état des aides techniques à la marche. Donc, on va vérifier l'état de fonctionnement et l'état de propreté, par exemple les freins des déambulateurs, les patins, parce qu'on sait qu'un frein, par exemple, qui ne va pas être dans lequel il y aura des miettes ou des cheveux, va être moins efficace, ou des patins qui vont être glissants vont entraîner un risque de chute. On va également vérifier la bonne adéquation entre l'aide technique à la marche et l'évolution de la personne. Souvent, la prescription n'est pas réévaluée. Il arrive qu'en sortie d'hospitalisation pour de la traumato, la personne ait un cadre de marche. Si elle fait des chutes de manière récurrente après et qu'elle a un déséquilibre postérieur, le cadre de marche ne sera plus adapté. On va vérifier la bonne adéquation entre l'aide technique à la marche et l'environnement. Donc, par exemple, il n'y aura pas de rollateur avec une marche pour accéder à la cuisine. Donc, ça semble évident. Et pourtant, récemment, j'ai fait une visite à domicile où il y avait une marche pour descendre à la cuisine et le médecin traitant avait prescrit un rollator qui, forcément, ne pouvait pas être utilisé. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler lors d'une consultation médicale et surtout à réévaluer fréquemment la prescription. Maintenant, on va parler de l'aménagement du logement. Donc, on va sensibiliser la personne âgée à l'aménagement du logement. Et on va tenir compte de l'ambivalence de la personne âgée, puisqu'elle a souvent envie d'adapter, mais elle a également une certaine résistance au changement. Donc, on va lui proposer des choses en toute bienveillance. On va également faire attention à ne pas tout changer en même temps. Une modification des repères peut entraîner une désorientation et peut entraîner des chutes. On va sensibiliser sur les aides existantes, les caisses de retraite, l'APA, l'ANA, et on va orienter vers les professionnels compétents. On peut orienter vers les CCAS, on peut orienter vers les travailleurs sociaux, par exemple, pour le financement. Pour aménager l'environnement, il y a une règle générale. Il faut faire la part des choses entre ce que l'on peut conseiller. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est les règles de sécurité de base et ce qu'il faut laisser aux professionnels formés. Les règles de sécurité de base, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, tout ça, ça peut être conseillé par tous les professionnels de santé et tous les professionnels du domicile. Donc, par exemple, libérer les lieux de passage. Donc, comme vous le voyez sur la photo, les lieux de passage, en fait, sont vraiment libérés et il n'y a pas d'objet au sol qui pourrait représenter un risque de chute. Dans les règles de sécurité de base, on va également favoriser un bon éclairage. Par exemple, sur la première photo, vous avez une table de chevet qui s'allume quand la personne se lève du lit. Sur la deuxième photo, vous allez avoir des veilleuses
qui vont s'allumer avant que la personne passe devant le détecteur. Et sur la troisième photo, vous avez un système qui s'adapte sur le plafonnier et qui permet en fait que la lumière s'allume sans avoir besoin d'allumer l'interrupteur. Donc, toujours dans l'idée que la personne puisse se déplacer avec un éclairage suffisant. Dans les règles de base, on va également sécuriser les sols. Donc, souvent, la question récurrente, c'est qu'est-ce qu'on fait des tapis? Donc, les tapis, moi, je n'ai pas de position catégorique sur les tapis. Les tapis qui sont dangereux, c'est-à-dire ceux qui sont abîmés, ceux qui sont trop épais, ceux qui sont racornis sur les côtés, je propose de les enlever et de les ranger tranquillement. Voilà, de les mettre quelque part pour que la personne sache qu'on ne les a pas jetés, mais de les enlever. Les tapis, par contre, qui sont en bon état, je vais proposer, pourquoi pas de les laisser à partir du moment où ils ne sont pas trop épais et où ils ne glissent pas, parce que les tapis qui sont en bon état, qui ne sont pas trop épais et qui ne sont pas glissants, eh ben, ça peut être de réels amortisseurs en cas de chute. Donc, pas de position tranchée sur les tapis. Ceux qui sont abîmés, qui peuvent être dangereux, on les enlève, et les autres, on aurait plutôt tendance à les garder et à les sécuriser. Par contre, là, vous voyez sur la deuxième photo, on a un sol qui est franchement abîmé et qui, là, peut être vraiment dangereux. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, il faut réparer. Autre règle de base, on va sécuriser les escaliers. Donc, on peut mettre des bandes fluorescentes en bas et en haut de l'escalier pour que la personne puisse se repérer. Et également, on va mettre une main courante des deux côtés pour sécuriser la montée et la descente. Et comme vous le voyez sur la troisième photo, eh ben, on va abandonner l'idée de cirer régulièrement les escaliers. On va mettre des points d'appui, donc des barres, des mains courantes, ou alors des meubles stables, donc pas des petits meubles à roulettes, des petits meubles sur lesquels la personne peut s'appuyer. Et surtout, on va faire attention à tout ce qui est amovible. Donc notamment les barres d'appui à ventouse, ça c'est vraiment contre-indiqué. Dans l'étude Chupadom, on avait vu qu'il y avait un certain nombre de chutes qui avaient lieu dans la chambre. Donc, on va justement parler de la chambre et faire le point sur cette photo. Donc là, on voit qu'il y a déjà eu du travail et de la réflexion par rapport à l'aménagement, parce qu'on voit par exemple que c'est une grande fenêtre qui permet à la personne de voir l'extérieur quand elle est couchée. On a un lit qui est quand même plus haut que la moyenne. Donc, on voit qu'il y a déjà eu une certaine réflexion sur l'adaptation du logement aux seniors, mais on voit également qu'on pourrait quand même améliorer avec, par exemple, donc là, j'ai fait des petites flèches aux endroits qu'on pourrait potentiellement améliorer. Donc, vous voyez sur les lampes de chevet, elles sont juste posées sur les tables de nuit. Donc, par exemple, ça veut dire que si la personne fait un faux mouvement ou est confuse, à un petit moment de confusion, peut-être que la lampe de chevet peut tomber et elle ne pourra plus s'éclairer. Donc, il aurait peut-être mieux valu les fixer dans le mur. Après, on a un cache-sommier qui peut être dangereux au niveau… la personne peut se prendre les pieds dedans. C'est la même chose, par exemple, pour le couvre-lit. Et c'est la même chose pour le tapis. On a un siège qui est réfléchi parce qu'on a un siège qui est quand même assez large au niveau de l'assise. On a un dossier qui est enveloppant, mais par exemple, on n'a pas d'accoudoir. Donc, le fait de ne pas avoir d'accoudoir, ça peut représenter un risque de chute. Pour cette pièce qui est la salle de bain, donc là, c'est pareil, on voit qu'il y a eu de la réflexion en termes d'aménagement, mais on se dit qu'on peut même aller plus loin. Donc, par exemple, concernant le siège, donc c'est un petit siège qui est bombé, qui n'est pas très sécuritaire. On aurait pu envisager un siège plus large avec des accoudoirs. On voit également qu'au niveau de la pente de la douche,
il n'y a quasiment pas de pente, donc on peut s'imaginer que l'eau s'écoulerait en dehors de la douche pendant la toilette. On voit également qu'au niveau des portes de la douche, ce ne sont pas des demi-portes. Donc, on peut envisager que si c'est une tierce personne qui vient donner la douche, bah, cette tierce personne serait mouillée au moment de la toilette. Il y a peu de barres d'appui. Donc, il y a peu de barres d'appui qui ont été installées à l'intérieur de la douche. Et on voit qu'il y a une réflexion sur le lavabo qui a été évidé, mais on voit également que c'est un lavabo qui est très très large, qui est peut-être peu adapté aux seniors et que finalement, peut-être que la personne âgée, pour s'en servir, elle va peut-être mettre une bassine dedans et quand elle va vouloir la manipuler, ça va peut-être représenter un risque de chute. Donc, on voit qu'il y a souvent des bonnes idées, il y a souvent une volonté d'adapter l'environnement, mais qu'on peut encore réfléchir, pousser la réflexion et adapter de manière plus poussée et de manière encore plus personnelle. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis en place toutes ces préconisations, eh bien, on va proposer des aides et des passages réguliers. On va vérifier la capacité à alerter ou on va proposer une téléalarme. On va encourager la personne à participer à des groupes équilibre, à des ateliers de prévention. On va encourager la personne à participer à des groupes confiance en soi. On va apprendre à la personne à se relever du sol et on va orienter vers les professionnels de santé. Également, on informera les aidants, puisqu'on l'a vu dans le plan anti-chute, il y avait les aidants qui étaient inclus dans ce plan. On va informer les aidants de tout ce qu'on aura mis en place au domicile. On va maintenant passer aux questions. Alors, je vais essayer de... Je vais regarder vos questions. Alors, il y a une question qui est sur la diapositive, que retenir? Agir dès qu'une personne a été immobilisée au sol. Donc là, c'est bien, on parle bien d'agir. C'est pas agir, je la remets debout, c'est pas ça. Mais dès qu'il y a eu, là, c'est bien en fait réagir et mettre en place des choses. On est bien dans cette optique-là. Souvent, ce qui se passe, c'est que, et c'était bien le but du webinaire, c'était de se dire, moi, souvent, ce que j'entends à domicile, ah ben, tiens, telle personne est tombée, c'est pas très grave. Bah, tiens, c'est normal, elle est tombée. Ou bah, elle est tombée qu'une fois en un mois, c'est pas très grave. Dès qu'il y a eu un temps passé au sol, c'est important qu'il y ait une consultation derrière. C'est ça, quand on dit agir, donc dans les recommandations, s'il y a eu 1 heure passée au sol, il faut agir. Il faut qu'il y ait une consultation médicale derrière. Alors, il y a des questions par rapport au relevé de chute. Donc, le relevé de chute, en fait, c'est important d'apprendre à le faire quand on va bien. Donc, ça peut se faire en atelier de prévention des chutes, ça peut se faire avec un kiné, ça peut se faire avec un ergo.
Ça peut se faire avec un psychomotricien, peut-être moins avec un psychomotricien. Ça va se mettre en place également là avec le plan anti-chute. Il va y avoir des actions particulières. Donc, normalement, l'idéal, c'est de le faire quand tout va bien. Ça se fait également en SSR quand il y a eu une hospitalisation pour chute. L'idée étant vraiment que la personne apprivoise le sol. Donc, qu'elle n'ait plus peur d'être au sol et également qu'elle sache comment réagir si elle est au sol. Donc, si elle est au sol, il y a un facteur de gravité, elle reste au sol et elle alerte. Soit il n'y a pas de facteur de gravité, elle est au sol et elle essaye de se relever. Alors après, il y a une autre question sur les éclairages. Donc, tout ce qui est éclairage avec détecteur, ça, vous pouvez le trouver très facilement dans le commerce. Donc, il y en a un petit peu partout. Donc, soit commerce, soit magasin spécialisé. Et après, celui que vous avez vu sur la troisième photo, qui est un système qui se fixe directement sur le plafonnier, ça, il y en a dans les magasins de bricolage. Alors, donc, il y a une question sur l'acceptation des mesures. Donc, en fait, c'est ce que je disais en fait à un moment, c'est que effectivement, on a une ambivalence chez la personne âgée qui a envie d'adapter son logement, qui a envie, elle se rend bien compte qu'elle en a besoin. Moi, je le vois régulièrement puisque je fais beaucoup d'ateliers de prévention et beaucoup de visites à domicile. Donc, on sait que la personne en fait a envie de mettre des choses en place. Et d'un autre côté, elle est réfractaire parce qu'elle a besoin de ses repères. Donc, il faut y aller avec une extrême bienveillance. Ça, faut accepter qu'on ne puisse pas tout mettre en place. Il faut également inclure les aidants. Et il faut aussi, moi je pense, pas tout faire en même temps. On peut pas tout modifier, on peut pas modifier tout l'environnement en même temps, puisque quand on modifie tout en même temps, c'est là qu'il va y avoir une perte de repères. Alors, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Donc, je vais vous remercier pour votre participation. Si vous souhaitez approfondir le sujet de la prévention des chutes, l'Institut France Alzheimer propose une formation qui est intitulée « Prévenir les chutes et aménager l'environnement ». Donc, la prochaine session a lieu à Paris les 19 et 20 mai prochains. Donc, il y a le numéro de téléphone. Normalement, il doit y avoir le numéro de téléphone et l'adresse mail de l'Institut dans le chat. Et concernant donc le prochain webinaire, le thème en avril portera sur la contention. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée.